Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Ce sera à nouveau une vidéo de cours sur le chapitre de la photographie, la partie grande 2, la photographie numérique, et maintenant le grand C, caractéristiques d'une image numérique. Donc ce sera la dernière partie sur cette partie, sur le grand 2, sur l'image numérique. Et on présente ici un certain nombre de caractéristiques. C'est celles qu'on nous présente dans le programme officiel pour les terminales. Il y en a évidemment d'autres dont on ne va pas parler, on va se limiter à ceux du programme, c'est bien suffisant. Alors, la première, c'est la luminosité. La luminosité, c'est essentiellement la quantité de lumière qui est percevable par l'œil humain quand on voit l'image. À vrai dire, chaque point a une certaine lumineuse, et donc c'est chaque point de l'image envoie une luminosité percevable par l'œil humain. Quelques petites remarques là-dessus. L'œil humain, comme j'ai déjà dit, ne perçoit pas correctement la luminosité. Premièrement, il compense automatiquement en changeant la taille de l'iris, ou plutôt de la pupille, ouais, l'iris c'est la pupille, hein, pour laisser passer plus ou moins de lumière. Donc on se rend pas compte qu'on est en fait en train de s'adapter à la luminosité ambiante. Et de plus, il ne capte pas de la même façon toutes les couleurs. Il voit plus le vert que le rouge que le bleu. Alors ça va peut-être vous paraître étrange, alors j'en ai déjà parlé, hein, mais si vous voulez vous en convaincre, j'ai préparé ici une simple image avec du rouge, du vert, du bleu, et normalement, pour la plupart des gens, vous devez trouver que la partie verte est plus lumineuse que la rouge et plus lumineuse que la bleue. En tout cas que le bleu est un bleu foncé. Scientifiquement parlant, en fait, ces trois couleurs envoient la même quantité de lumière. C'est juste que le bleu, on le perçoit moins. Il nous paraît donc plus sombre. Comme le violet d'ailleurs aussi, hein, il nous paraîtra plus sombre. Alors qu'en fait, c'est aussi lumineux que les autres couleurs, c'est juste que l'œil humain les voit moins le bleu ou le violet. Donc ça a une importance, surtout si on veut transformer une image couleur en une image noir et blanc, en niveau de gris. On va attribuer un niveau de gris plus proche du blanc pour le vert et moins proche du blanc pour le bleu, pour imiter un peu la vision de l'œil humain. Voilà. Et oui, et finalement, l'œil aussi ne perçoit pas de façon linéaire la lumière. Là, on rentre dans des choses un peu plus complexes. C'est-à-dire, il va faire beaucoup d'écart de luminosité dans les teintes sombres et très peu d'écart dans les teintes claires. Donc si on est déjà à quelque chose d'extrêmement clair, si on rajoute une lampe en plus, on n'arrivera pas à le voir. Par contre, si on est dans une pièce très sombre, si on rajoute une lampe en plus, notre œil le perçoit. Il se percevra une augmentation de luminosité mieux dans les teintes sombres que dans le clair. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et donc l'appareil photo doit tenir compte de cette non-linéarité de la luminosité. Bon, aujourd'hui, ils font tout ça très bien. Il n'y a pas vraiment à s'en soucier. Tous les programmes de conversion de couleur en noir et blanc le font aussi très bien. Il n'y a plus grand chose à dire. Le seul dernier point là-dessus, c'est si on augmente la luminosité, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue chiffre? Alors, si vous vous rappelez du tableau avec les couleurs que j'avais mis, augmenter la luminosité, c'est augmenter le blanc. Donc en gros, on prend les trois composants de rouge, vert, bleu et on augmente les chiffres. Baisser la luminosité, ce sera le contraire, on va vers le noir, on diminue les trois composantes. Donc ça, c'est une version simplifiée de la luminosité. Aujourd'hui, pour avoir un meilleur rendu, on va quand même faire des choses un peu plus compliquées, hein, mais bon, ce n'est pas le propos du cours, vu que c'est leur programme. Le seul point que je veux faire là-dessus, c'est que ce soit augmenter la luminosité ou baisser la luminosité sur une photo déjà prise, vous allez perdre de l'information, on dit. Imaginons, vous avez quelque chose de très clair, un gris très clair, très pâle. À l'œil humain, vous aurez du mal à distinguer, mais il est quand même légèrement différent du blanc. Et vous allez augmenter la luminosité. Et bien, ce gris très clair, très proche du blanc,
devient du blanc. Et donc vous perdez une nuance qu'il y aurait à cet endroit-là. Alors, ils sont pas toujours faciles à voir à l'œil non entraîné, mais ça donne un peu de richesse à l'image. Évidemment, plus vous allez augmenter la luminosité, plus des teintes qui étaient de plus en plus foncées deviennent de plus en plus claires, voire blanches, et plus vous perdez de l'information. Moralité, les réglages de luminosité, comme ceux de contraste qu'on va voir juste après, il faut en faire juste un tout petit peu. Généralement, vous allez les faire parce que vous aviez soit fait une erreur avant, et donc vous en faites un peu pour corriger, soit vous étiez dans une situation difficile pour la prise de la photo, et donc vous étiez obligé de créer une erreur qu'après vous devez compenser. Un exemple, ce serait de prendre par exemple une photo en contre-jour. Vous n'aviez pas le choix, il fallait prendre la photo en contre-jour. Vous allez avoir des zones très très claires, des zones très foncées. Eh bien, il va falloir diminuer la luminosité des zones claires, augmenter la luminosité des zones foncées pour avoir une bonne photo à la fin. Ça, c'est les moments où vous pouvez utiliser la luminosité. D'ailleurs, petite remarque là-dessus, si vous allez faire des retouches de luminosité, comme de contraste, il est important que votre photo soit prise dans ce qu'on appelle le mode RAW. Donc RAW, R-A-W, c'est de l'anglais. C'est un mode d'appareil photo où vous allez en fait garder toutes les informations. Il n'y a pas de compression. Si vous vous rappelez ce que j'avais dit, il peut y avoir des fois des zones blanches et des zones presque blanches. Si vous utilisez un mode de compression quelconque, eh bien, il va prendre toutes les zones blanches et presque blanches et dire oh, finalement, ça fait du blanc. Allez hop, tout ça devient du blanc. Le mode RAW, non. Il va garder toutes les informations, tous les détails, toutes les nuances. Le problème, c'est que le mode RAW prend beaucoup de place mémoire. Vu que toute l'information est gardée, il n'y a pas de compression, c'est lourd comme fichier. Mais voilà, bon, si vous devez faire de la retouche photo, c'est-à-dire de la luminosité ou du contraste, ou autre, il faut du mode RAW. Parce que c'est là où vous allez avoir tous les détails, c'est là où ça va vraiment être précis, et c'est là où ça va être bien. Si vous avez vous utilisez une compression d'image, ça c'est soit vous n'avez pas beaucoup de place mémoire, ce qui aujourd'hui, vu la taille des cartes mémoire, c'est plus vraiment un problème. Mais l'autre raison, ça peut être que vous savez que votre photo elle est très bien, vous n'avez pas besoin de faire une retouche de luminosité ou de contraste, de couleur. Il n'y a pas de retouche derrière. Là, vous pouvez utiliser un logiciel de compression de l'image sans problème. Vous mettez du mode RAW si vous pensez qu'il y a un risque de devoir faire du retouche derrière. Bon, là je suis allé un peu dans les détails du mode RAW. Il faut savoir que pour le bac, on pose pas vraiment ce genre de questions. Ça, c'est plus si un jour vous voulez faire de la photo ou de la vidéo, c'est bien bon à savoir. Ok, passons au petit 2, le contraste. Donc le contraste, c'est un concept un peu compliqué. La définition historique, originelle, enfin la vraie définition, c'est que c'est à quel point on arrive à distinguer deux points ou deux objets. La différence entre eux, le contraste entre eux. Il y a plusieurs façons de mesurer le contraste. Certaines des plus simples, ça va être de dire on a des différences entre des tons clairs et des tons foncés. Une autre, ce sera de dire et on prend les trois couleurs primaires et les complémentaires, c'est-à-dire rouge, vert, bleu, jaune, cyan, magenta, et plus c'est pur de ces couleurs-là, par rapport à une autre, plus c'est contrasté. C'est-à-dire si on a du jaune à côté du bleu, là c'est très contrasté. Et oui, après on peut aussi parler de complémentaires, donc jaune et le complémentaire du bleu. Je parle bien du bleu foncé et du jaune, ou si vous voulez du vert et du magenta, sont très contrastés parce qu'ils sont les complémentaires l'un de l'autre. Voilà, enfin ça c'est une autre possibilité. Alors après il existe d'autres versions de contraste. Bon, on va pas rentrer dans les détails, parce que là ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce que c'est un contraste pour de la photo numérique. Alors un contraste pour la photo numérique,
c'est similaire à ce que j'ai dit avant avec le noir et blanc. Donc noir et blanc, on va vers le noir, vers le blanc. Si on diminue le contraste, on va vers du gris. Donc on va vers une genre d'égalisation de toutes les valeurs, rouge, vert, bleu. Si on augmente par contre le contraste, eh bien si on serait dans des chiffres comme ça, on va essayer d'augmenter les chiffres qui sont déjà élevés et diminuer les chiffres qui sont bas. Et donc, par exemple, quelque chose comme ça, au lieu, là on avait un orange foncé, un marron, si on augmente le contraste, eh bien le chiffre rouge pourra augmenter, alors que le vert et le bleu va diminuer. Donc ce sera de plus en plus rouge prononcé. Ici pareil, ce sera de plus en plus vert, et le côté clair donné par le rouge et le bleu va diminuer, et donc ce sera un vert de plus en plus pétant. Alors, comme je disais, le contraste c'est quand même un peu plus compliqué, je vais pas en dire beaucoup plus que ça. Même remarque aussi que pour la luminosité, euh, les contrastes, il faut les utiliser avec parcimonie sur une photo déjà faite. Donc même histoire, vous perdez de l'information, vous vous rapprochez du gris ou vous vous rapprochez de couleur pure, donc vous allez perdre de la nuance, perdre de l'information. Il vaut mieux avoir pris une bonne photo sans avoir à faire ces réglages derrière. Comme je dis, il y a toujours des situations extrêmes où vous êtes obligé d'avoir des photos de moins bonne qualité, ou simplement vous avez pris une mauvaise photo, hein, voilà, il faut la corriger. Donc, même remarque avant, le mode RAW, c'est l'idéal pour ce genre de choses, parce qu'il y a toute l'information, et faites-le le moins possible. Ok, passons au petit 3, définition et résolution. Alors, contrairement aux deux premières caractéristiques, la luminosité et contraste, où il y a peu de questions dessus qui tombent au bac, il y en a relativement régulièrement qui tombent sur la définition et la résolution. Donc, qu'est-ce que c'est la définition et la résolution? C'est deux termes qu'on a tendance à confondre l'un avec l'autre et il faut arriver à comprendre, la différence. Hein. Donc, définition, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de pixels total de l'image. J'ai mis ici quelques exemples. Alors, c'est plus des exemples historiques parce que maintenant on en est quand même du 4K, donc c'est mieux que ça. Hein. Mais ça vous donne une idée de comment on les calcule. On a le nombre de pixels de la largeur, le nombre de pixels de la hauteur, on multiplie les deux et on a le nombre de pixels total. Sur un appareil photo, sur le capteur, on va vous dire directement le nombre de pixels total qu'il y a. Bon là c'était un 5 millions de pixels, c'est vraiment les vieux appareils photo, enfin, quand vous étiez même pas né. Maintenant évidemment les appareils photo montent beaucoup plus haut, 50 millions, 100 millions de pixels, c'est très détaillé, avec une très bonne définition. Voilà, donc la définition c'est le nombre de pixels. La résolution, c'est un peu plus subtil, ça va être le nombre de pixels par unité de longueur. Et l'unité, c'est le dpi, ou le dots per inch, qui en français serait le ppp, ou pixels par pouce. Et donc, un pouce, c'est 2,54 cm, et donc la résolution, c'est le nombre de pixels qu'il y a sur une longueur de 2,54 cm. Et attention, cette longueur, ça peut être à l'horizontale, ça peut être à la verticale, mais c'est juste dans une seule direction. Il y a toujours le même nombre de pixels, que ce soit en hauteur ou en largeur. Et donc là j'ai mis un petit exemple de calcul. Hein. Si on a une image qui est dans une définition de 1900 sur 1200 et qu'on le regarde sur un écran de 22,5 pouces de diagonale ou 45 pouces de diagonale, dans un cas on a 100 dpi, dans le cas on a 200 dpi. Ouais, c'est bizarre. Je crois que je l'ai fait dans l'inverse. Hein. Ouais, là ça doit être 200 dpi, là ça doit être 100 dpi. Oui, parce que plus la diagonale est grande, moins il y a de pixels par pouce, par unité de longueur. Oui, je l'ai fait à l'envers. Ce sera mieux fait dans le TD12, dont on parlera juste après. Voilà, et donc la résolution, c'est par exemple, hein, c'est ça
le chiffre qu'on va souvent vous donner sur une vidéo, si on met du 1080 ou du 720, ce qu'on veut généralement dire, c'est le 1080 dpi, 720 dpi. Et donc avec une taille standard de l'image, le nombre de pouces qu'il y aura sur une hauteur. Alors, la dernière petite remarque, si on fait le zoom numérique, dont j'ai parlé dans la partie du zoom, sur un écran numérique d'ordinateur, on va étendre la taille des pixels. On va pas en rajouter, donc la définition ne bouge pas, mais on les étend. Alors il y a, mine de rien, des logiciels qui vont essayer de recalculer certains pixels manquants. Ça marche plus ou moins. Bon, si vous regardez des séries d'enquêtes policières ou d'espionnage, là vous voyez l'image satellite qui arrive à reconstituer un visage pris d'un satellite en orbite. Ouais, dans la réalité ça marche pas aussi bien que ça, mais on arrive quand même à améliorer un peu l'image. Bon, sur ce, j'ai fini sur cette partie grand 2 du chapitre sur la photographie. Comme je vous avais déjà dit, je ne vais pas parler de la partie grand 3 qui ne tombera pas au bac, hein, c'est de la photographie argentique. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Là où la plupart des questions tombent, c'est sur les... Enfin non, pardon. Il n'y a jamais eu de question qui est tombée dessus. Mais s'il y a des questions un jour qui pourraient tomber dessus, je suppose que ce serait sur les réactions d'oxydoréduction que j'ai mis dans la partie grand B. Mais sérieusement, ce n'est jamais tombé. Ça me paraîtrait vraiment bizarre qu'il fasse tomber vraiment pour le dernier bac STD2A. Ok, donc ça conclut sur ce chapitre. Je vais après faire quelques vidéos sur les TD, sur le TD12. À bientôt.